Bonsoir à tous. Merci d'avoir fait l'effort d'être là. Merci aux parents qui ont trouvé un petit peu de temps. De toute façon, je fais confiance à tous les étudiants que ce départ à l'étranger concerne principalement pour faire le compte-rendu ensuite à leurs parents. Donc, comme vous le voyez, on a 3 formations distinctes qui sont réunies ce soir, tout simplement parce que j'ai la chance, l'honneur et l'avantage de gérer ces 3 départements. Mais de toute façon, les tableaux de destination sont séparés. Vous le verrez tout à l'heure. Il y a certaines destinations qui sont communes à l'anglais et au Sciences Po, à la double, pardon, Sciences Po anglais. Mais chacun aura un tableau qui correspond véritablement aux destinations vers lesquelles il peut éventuellement postuler. Alors, on va faire un point, comme on s'y était engagé, c'est complètement normal, c'est une chose qui est importante pour l'étude, pour la licence de vos enfants. Ça suppose une préparation psychologique, financière, une motivation aussi réelle, des conditions, des critères importants. C'est pour ça qu'on est là ce soir, qu'on va vous les donner pour que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance de cause. Et bien évidemment, il faut que vous sachiez que ce séjour à l'étranger est un séjour qui est encadré. Ça rentre dans la philosophie de l'ICES, qui est une philosophie d'accompagnement. Donc, on sera là pour accompagner les étudiants. Alors, je dis on sera là, le service des relations internationales, pardonnez-moi, vous vous doutez que c'est M. Brequeville qui est à côté de moi, qui dirige le service des relations internationales. Madame Pasquier, qui est votre interlocuteur donc pour l'espagnol, la double et la licence d'anglais, mais qui n'est pas là ce soir. C'est à elle, c'est elle qui sera votre intermédiaire pour monter le dossier, préparer le dossier, puis ensuite pendant la mobilité, voilà. Mais cet accompagnement continue pendant la mobilité, bien évidemment, puisqu'il y a un certain nombre de paperasse, de procédures à remplir. Je rappelle que ce n'est pas un voyage, c'est un semestre académique. Vous allez chercher vos crédits et sans ces crédits que vous ramenez, votre licence ne peut pas être complète. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une petite précision, cette réunion est enregistrée, donc on le mettra le lien sur le site pour les parents présents, les étudiants présents et également pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc ce soir, on va vous rappeler un petit peu, comme vient de le faire Mme Nicolas, des règles et des cadres du semestre, comment on va procéder à la sélection par rapport aux destinations, le calendrier qu'on va suivre et qu'on va vous demander de respecter pour les différentes étapes de votre mobilité académique. Les informations académiques, donc Mme Nicolas vous détaillera tout ça. Les informations pratiques, on va aborder cela également. Et on terminera par des questions si vous en avez. Comme vient de le dire Madame Nicolas, c'est un semestre d'études à l'international, ce n'est pas un voyage à l'étranger. Les jeunes qui viennent me voir parce qu'ils disent « vous êtes ceux qui nous envoyons en voyage », on dit qu'il y a pas très loin, sur la place Napoléon, une agence de voyage qui fait très bien ce travail. Nous, on s'occupe juste des semestres académiques en mobilité. Obligation d'aller en cours, donc on part à l'étranger, on va en cours dans l'université d'accueil, ça va de soi. Obligation de résultat, il faut revenir avec vos crédits, comme vient de le dire Mme Nicolas, sans quoi on ne pourra pas valider votre année ni votre licence. On reviendra sur le point sur l'image. Vous êtes des représentants de l'ICES à l'international, donc vous devez donner une bonne image de l'université dans votre université d'accueil. On part entre 3 et 6 mois, un minimum de 3 mois, un maximum de 6 mois en université d'accueil. Et vous avez l'obligation de passer vos examens, et on y reviendra aussi, de passer, si vous ne réussissez pas vos examens, de passer les rattrapages dans votre université d'accueil à l'international. Les critères de sélection, comment est-ce que l'on va sélectionner chaque jeune par rapport à une destination? On va l'évaluer sur le niveau de langue. Les étudiants ont passé le délai hier et passeront le TOEFL, si je ne me trompe, samedi.
C'est bien ça? Donc le délai, ce sont pour les destinations hispanophones, le TOEFL pour les destinations anglophones. Le TOEFL, si on n'a pas passé l'un ou l'autre, on ne peut pas partir pour le délai en hispanophone et on ne peut pas partir si on n'a pas passé le TOEFL en anglophone. Pour les autres langues, on demandera l'appréciation du professeur de langue, pour que ce soit l'italien, le russe, l'allemand, etc. Le deuxième critère de sélection, ce sera les résultats académiques à l'ICES. On regardera les moyennes de l'étudiant par rapport à sa classe. Et le comportement, l'assiduité en cours, à savoir aussi si l'étudiant est passé en conseil de discipline. Ça comptera dans notre jugement pour la sélection des étudiants. J'ajoute quand même que c'est surtout le niveau, c'est le test qui va faire foi. Les critères supplémentaires que M. Bricqueville énonce ici, si d'aventure on avait sur une même destination des gens qui avaient des TOEFL identiques, ben là évidemment on regarderait, mais de mémoire ici personne n'est passé en conseil de discipline. Donc voilà, mais l'absentéisme, il y a des petites choses qui peuvent effectivement, voilà, c'est très fin, mais c'est normalement effectivement bien le résultat du TOEFL. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait, on a eu le cas par le passé, des gens qui académiquement ont peut-être moins de mérite, c'est-à-dire ont eu une moins bonne moyenne, mais qui ont eu un TOEFL meilleur, bah, c'est eux qui passent devant. Voilà, c'est la règle, si vous voulez. C'est vraiment le test qui est passé dans les mêmes conditions pour tout le monde, un jour J, et pour lequel, en plus, test pour lequel vous avez tous été préparés. Donc, normalement, ça doit bien se passer. Par rapport au test de langue, donc on parle du TOEFL, bien entendu, on va se sélectionner par rapport à ça, et certaines destinations s'élimineront si jamais vous n'avez pas le niveau TOEFL requis par l'université d'accueil. Si l'université d'accueil demande un niveau B2 au TOEFL ou au délai, et que vous n'avez pas ce niveau, vous ne pourrez pas partir dans la destination. Donc, le 24 avril, vous avez passé le délai. Le 27 avril, vous passerez le TOEFL. On va vous demander pour le 22 mai de faire 4 vœux de destination envoyés par mail à Aurélie Pasquier. Si vous l'envoyez après le 22 mai, bien sûr, vous serez moins prioritaire, même si vous avez un meilleur TOEFL. Là, on va être très sérieux et on mettra des points négatifs à ceux qui le rendront en retard. Et le 7 juin, nous annoncerons la destination à chaque étudiant. Tu n'as pas mis les retours de tableau d'études à la fin. Okay. Je te laisse un tableau. Oui. On reviendra sur le tableau en fin de... C'est extrêmement important, et moi j'insiste là-dessus. Il y a des tableaux d'études, vous allez voir, on va vous expliquer, à remettre à la fin. Moi, je ne signerai aucun tableau d'études qui me parviendra, comme l'année dernière, au 30 juillet. Moi, il y a un moment, je suis également en vacances, je pense que je les mérite comme tout le monde ici, comme les étudiants d'ailleurs, mais si vous n'êtes pas au taquet sur ces comment dirais-je, ces délais, moi, je réponds plus de rien. Il y a un moment, si vous voulez, les trains partent à l'heure, les avions aussi, sauf quand ils sont en grève, mais voilà, autrement. Donc c'est à vous, c'est important. Quand vous serez lâché à l'étranger, vous n'aurez pas toujours quelqu'un. Il y a des universités énormes dans lesquelles il y a, je l'ai vu encore la semaine dernière, 12 000 étudiants. Alors c'est un tout petit peu plus grand que l'ICES. Vous imaginez bien que les relations internationales ne sont pas en train de courir derrière les étudiants de l'ICES. Au fait, vous ne nous avez pas rendu tel papier. Je veux dire, il y a un moment, il faut que vous soyez aussi acteur de ça. Vos parents financent vos études, vous permettent de partir. Nous, on vous donne les conditions académiques pour partir de façon correcte. C'est à vous, après, vraiment de surveiller sans qu'on ait besoin de vous rappeler que ça. Là-dessus, parce qu'en plus, maintenant, vous êtes trop, moi, je ne pourrais pas être en train de courir après tout le monde. Donc, vous faites les choses, on va vous redonner les dates à la fin. Vous les notez, vous vous y tenez, parce que moi, je ne vous les rappellerai pas. Et si ça arrive après, moi, je ne validerai pas le tableau d'études. Pas de tableau d'études validé, pas de semestre académique validé. Et Madame Pasquier, c'est pareil, elle passe son temps à redire aux gens qui manque ci, qui manque ça, qui manque le passeport, qui manque le visa. C'est pas tolérable. Franchement, c'est pas tolérable. Donc là, je vous demande à tous de vraiment être attentifs et de faire ce qu'on vous demande en temps réglementaire. D'accord ? C'est tout ce que j'avais à dire pour le sujet. Je peux continuer. Alors, non, faites sérieux, surtout quand les parents sont là, on est quand même obligé un minimum d'être... voilà. Donc, vous allez partir pour chercher des crédits. Donc,
ce qu'on appelle dans le système européen des ECTS, European Credit Transfer System. Bien. 30 ECTS. Alors, vous savez que les deux semestres ne se compensent pas. Donc, vous devez avoir pour avoir votre deuxième année de licence, vous devez avoir votre semestre 3 en France et ramener votre semestre 4 en crédit. D'accord ? Les crédits, vous verrez, d'une université à l'autre, il y a un cours qui peut valoir 5 ECTS, un autre 6, un autre 8, un autre... Ça dépend. Il faut que vous arriviez à 30. Donc, ça va être à vous, quand vous allez avoir, on va revenir après là-dessus, quand vous serez nominé, quand vous saurez quelle université vous intéresse et là où vous pouvez partir, vous devrez aller faire votre sélection, aller dans le catalogue général de l'université et regarder, ah bah tiens, ça c'est évidemment, alors je valide pas origami, basketball, je validerai des cours en rapport avec votre licence d'origine. Ils peuvent être à la marge, ça peut être une mineure, ça peut être un cours que vous n'avez pas ici et qui vous semble intéressant pour votre futur métier. Et moi, là, j'ai rien contre, c'est un cours dans une langue étrangère, ça me va très bien. Mais voilà, il vous en faut 30. Je précise que... non, je précise rien. On en parlera après. On ne va pas casser le moral de tout le monde. Si vous êtes donc à l'extérieur de l'Europe, c'est le même système, mais ça s'appelle juste des crédits, tout simplement, des US credits. Et là, il n'en faut que 15, parce qu'ils valent pour 2, comme tout est XXL aux États-Unis. Voilà. Et là, c'est en fait, c'est pas l'importance du cours, c'est le nombre d'heures de travail. On sait que le cours, c'est X heures, mais qu'il y a énormément de travail à faire à l'extérieur de la salle de cours. Beaucoup de mémoire à rendre, etc. Donc là, c'est pareil, l'université dit ça vaut tant. Voilà. Vous avez le droit de dépasser un peu. Ça peut être, des fois, on n'arrive pas à pile poil 30, ça peut être 31, 32, ça marche. Des fois, c'est que 28, et là, c'est le président du jury qui dit bon, vu la difficulté des cours que l'étudiant a pris, c'est 28, mais je valide pour 30. Mais il faut vraiment que ça passe, si vous voulez, par le président du jury. OK ? De toute façon, je les revalide, moi. Quand vous serez là-bas, vous enverrez à nouveau... vous devez donner un premier tableau d'études qui est ce qu'on appelle projeté, c'est-à-dire je pense que je ferai ça, puis ça, puis ça. Puis quand on arrive sur place, vous devez le savoir, si vous avez communiqué avec des étudiants qui sont déjà partis en ce moment, il y a des incompatibilités d'emploi du temps, il y a un cours qui a été supprimé, il y a un cours qui finalement ne se donne pas, ou bien c'est un spring semester au lieu d'être un winter semester. Voilà, il se trouve que des fois, votre choix initial ne peut pas être réalisé. Donc, vous devez, quand vous êtes arrivé, envoyer un tableau d'études définitif. Moi, je le signe, il va dans votre dossier aux examens, et c'est ce qui ensuite prouvera que vous avez véritablement suivi ces cours-là et passé ces examens en rapport. Alors, les règles communes à tous, il faut que vous fassiez bien attention. Chaque université a ses règles. Il y a des universités qui vont vous demander de vous inscrire quasiment tout de suite. D'autres, c'est 15 jours, 3 semaines. On a eu le souci en Allemagne de gens qui ne se sont jamais manifestés. La fac a dit « vous n'êtes pas inscrits, ce n'est pas notre problème, on ne valide pas ». Donc, quand vous arrivez, vous avez tous, partout, vous aurez une réunion d'information, éventuellement c'est même une semaine d'intégration. Toutes ces choses-là vous seront dites, mais ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas distraire par le chant des sirènes. Vous serez peut-être fatigué, vous serez sans doute un peu perturbé. Il y a des gens qui vont partir loin, dans des hémisphères un peu différents. Soyez vraiment bien attentifs, parce que ça, c'est des informations que les RI là-bas vont vous donner. Okay ? Donc, pensez à bien vous inscrire en temps utile là-bas. Effectivement, premier arrivé, premier servi. J'en ai encore entendu parler la semaine dernière. Ah, ce cours m'intéressait, les étudiantes arrivent. Ah, il est plein. Voilà, parce que des fois, il y a des numerus clausus dans certaines facs. Et donc, bah oui, c'est pas juste vous avez choisi un cours et il vous plaît, très bien, et ça doit toujours retransiter par nous, soit en mode direct directement par moi, soit via Madame Pasquier. Je valide et ça va dans votre dossier. Voilà. Il y a des choix de cours qui se modifient. Il arrive que des étudiants commencent à suivre des cours. C'est un peu comme vous quand vous avez des options et puis vous vous dites « Ah non, là, ça ne va pas être possible. » Parce que ça ne vous intéresse pas, parce que le prof... on parle de cours, évidemment, qui vont être dans des langues étrangères. Hein. Alors, dans beaucoup d'universités, les cours sont en anglais. Il faut le dire. Donc, normalement, je pense que pour vous, ça ne devra pas poser de problème. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, vous allez être obligé de faire un panachage. Et il peut y avoir des cours... Je pense surtout aux politiques. Vous allez avoir des cours vraiment... Et on est quand même d'accord,
vous partez pour apprendre, vous partez pour vous améliorer, mais vous partez surtout pour ramener vos ECTS. Si vous vous apercevez que c'est pas, ou quand le prof va commencer à parler de la validation, je vous dis n'importe quoi, bon, c'est un dossier de 200 pages, c'est pas énorme. Vous dites, oula, il plaisante. Et puis l'autre dit, ce sera à moins un dossier de 100 pages, un petit truc simple, il y a juste, voilà. Waouh, et que vous vous apercevez que la charge est vraiment trop importante pour vous, qu'au niveau de l'emploi du temps, j'en sais rien. Il y a des facs, vous allez voir, hein, là en Argentine, il y a un cours qui est de 19h à 23h30. Bon, vous pouvez être moins motivé, ce que je peux comprendre, mais après, c'est à vous de trouver autre chose. Voilà. Donc, vous avez le droit, il y a pendant la mobilité, mais pareil, pendant un tout petit moment, vous ne pourrez pas changer ça au dernier moment. Il y a un moment où la fac va vous dire, comme nous, avec les étudiants internationaux, c'est trop tard, on ne peut plus. Vous ne pouvez pas changer au début. Hein, d'accord ? Donc là aussi, ce sont des règles, voilà, en cas de doute, même dans les énormes universités aux États-Unis et compagnie, même à William Patterson, vous retournez vers les RI, vous dites, ça n'est pas possible, je me demande si, 3 petits points, et on vous dira oui, on vous dira non. D'accord ? Alors, donc le Learning Agreement, c'est le fameux tableau d'études. Donc, c'est comme un contrat. Vous allez me faire une suggestion de cours au départ. Je l'accepte ou pas. Je vous dis non, ça c'est trop fantaisiste, tout ça, voilà, etc. Certaines universités, effectivement, on va mettre ce tableau d'études projetées. Ça montre à l'université d'accueil que vous n'allez pas uniquement pour bronzer ou faire du ski ou que sais-je. Vous allez véritablement pour faire, voilà, suivre des cours. Donc, on en aura besoin. Aurélie Pasquier transmet en règle générale ce tableau d'études projetées. D'accord ? Ça reste, je vous dis, un projet. Et puis ensuite, une fois que vous serez sur place, vous validez donc ce choix. Il revient ici, il va au service des examens. Et quand l'université va nous renvoyer vos résultats, évidemment, moi, je vérifie que ça matche complètement ce que l'université m'envoie et ce que vous m'avez mis. Normalement, évidemment, ça correspond, puisqu'il y a une colonne université d'accueil, une colonne université d'envoi, université, home university, l'université de rattachement. Donc, c'est obligé que ça fonctionne. Donc, tout ça, je l'ai dit. Oui, alors, on est bien d'accord. Ce tableau d'études, il va revenir. Il est validé par l'université, signé par le président du jury de l'université. Il revient ici, c'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Il va dans votre dossier. Nous, le jour du jury, on regarde, enfin moi je regarde avant, je dis c'est bon, cet étudiant a les 30 CTS, il a validé son semestre 4. Ou pas. Ça c'est une autre histoire. Alors donc l'institution d'accueil donc, va nécessairement signer ça, c'est obligé, le renvoyer effectivement à Aurélie Pasquier, refléter les cours, on vient de le dire. Voilà. Alors, le calendrier c'est pareil, hein, ils ne viendront pas vous chercher pour vous dire, au fait mademoiselle, ou monsieur, vous avez un examen le temps. C'est à vous de vous tenir au courant du calendrier des examens. Certaines facs ont des systèmes contrôle continu, examen terminal. Bon, ben là, à vous hein, de vous renseigner, de faire ce qu'il faut, bien évidemment. Alors, effectivement, il pourrait y avoir un souci, parce que je ne sais pas, moi, il y a un examen qui ne correspond pas, ou bien il y a 2 examens en même temps. Vous êtes dans un cas particulier, vous avez choisi 2 cours, exactement comme ici, ça pourrait arriver. Normalement, ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. L'université d'accueil, évidemment, vous allez être un cas ou 2 cas au milieu de 10 000, 15 000, 50 000 étudiants. Vous vous doutez bien que le service qui met en ligne le calendrier des examens ne va pas s'occuper de Julien Dupont qui vient de l'ICES. Donc, si vous vous apercevez qu'il y a une incohérence, n'attendez pas le jour des examens, parce que là, ça voudrait dire que vous auriez 0. Et puis, respecter les règlements, on vous dit vous devez arriver 45 minutes avant ou 1 heure avant. Vous devez, le jour des examens, venir avec votre carte d'étudiant. Vous devez venir avec uniquement un crayon de bois. Vous devez venir avec... Voilà, vous n'êtes pas en vacances, une fois encore, donc vous devez vraiment faire attention. C'est difficile, vous verrez, parce que malgré tout, vous allez travailler beaucoup moins en nombre d'heures que vous travaillez ici. Ici, vous êtes sur un régime entre 25 et 40 heures d'heures de cours. Là-bas, vous allez avoir parfois juste 10 heures, 12 heures de cours.
mais un travail personnel à rendre. Et la tentation est grande, en fait, d'être en mode un peu... En plus, il y a des musées à visiter, des plages, vous serez pour certains avec une météo qui n'a plus rien à voir avec la nôtre. Thomas, tais-toi. Vous voyez, donc, c'est toujours les mêmes qui parlent. Hein. Thomas, Jérémy, voilà, donc, il faut que vous soyez vraiment attentifs. Ne perdez pas de... C'est normal que vous profitiez du pays. Vous êtes aussi là-bas pour apprendre toute la réalité de la communication interculturelle, comment ça se passe ailleurs. C'est pour ça autrement, si c'était juste pour faire des cours, vous resteriez ici. Donc c'est normal et c'est bien que vous fassiez des rencontres, etc., que vous appreniez, que vous vous documentiez, mais ne perdez pas de vue juste que vous êtes là pour passer des examens, quoi. C'est vraiment important. Alors, chaque matière va être validée, c'est-à-dire qu'ici, il vous faut 10. Bien. L'anglais, enfin, la littérature compense la civie compense le thème compense la version. Mais là-bas, chaque matière doit être validée. Vous en avez 4, 5, 6, 7. Chacune doit revenir avec un crédit. Si vous y en avez une qui revient fail, c'est tant pis. Et même s'il y en a une autre dans laquelle vous avez eu A+, pour le système américain, on ne peut rien faire pour vous. D'accord ? Donc, ça suppose que vous travaillez bien chacune des matières. Donc, effectivement, vous n'aurez pas de système de faveur. C'est comme nous, les étudiants internationaux, ils passent leurs examens en même temps que vous. Vous les avez vus en décembre. Vous, ce sera exactement pareil. Vous irez passer les examens en même temps que les autres et vous serez mélangés à tous les autres étudiants. Pour certains examens, il y aura des examens spécifiques, d'accord ? Par exemple, English as a Foreign Language. Ça, c'est un examen que seul vous passerez, mais pour le reste, vous passerez comme les autres, c'est-à-dire qu'on va attendre notamment de vous la même maîtrise de la langue. Alors, en cas d'échec, vous irez au rattrapage, c'est exactement comme ici. Donc, évidemment, ça suppose que votre semestre académique va s'allonger d'autant, ce qui peut être moins drôle dans certains cas. Je précise, histoire de vous définitivement ruiner votre soirée, non, mais il faut toujours envisager le pire, d'accord ? La peur n'évite pas le danger, de toute façon. Mon collègue dit la notion d'indulgence n'existe pas. Ah non, on a eu le cas il y a 2 ans. Moi, quand je suis revenue vers les RI en disant, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas coller cette étudiante-là, c'est quelqu'un vraiment qui a toujours travaillé. Elle a eu 4,2 sur 5, elle va au rattrapage, elle a 4,8. Les RI disent c'est 4,8, c'est 4,8, elle n'a pas terminé. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'amis là quand on en arrive là. Si vous allez au rattrapage, vous allez au rattrapage, voilà. Si vous n'avez pas eu votre semestre 3, on vous attend, nous, au rattrapage aussi. Fin août. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, en règle générale, hein, les rattrapages dans les universités étrangères, c'est juin, juillet. Il y a certaines universités, quand le semestre commence tard, ça peut aller jusqu'en août. Et ici, vous aurez votre rattrapage du semestre 3 à passer. Donc, l'année prochaine, grosse pression. Je pense que personne n'a envie de partir sans son semestre 3. C'est quand même franchement pas très confortable, il faut être honnête. Après, bon, nous, là, on peut se parler franchement. Moi, depuis que je suis ici 12 ans, on a eu 2 échecs à l'étranger, l'année dernière, en anglais. Ouais. Un inexplicable pour moi, l'autre plus difficilement explicable. On n'avait jamais eu d'ennui là-bas. Voilà, mais donc ça peut arriver. Alors, normalement, donc la règle, c'est rattrapage dans les universités d'accueil. Il y a certaines universités, dans des cas tout à fait particuliers, où on peut éventuellement, nous, avoir le sujet, faire passer l'étudiant, mais voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que rattrapage ou pas, et j'espère que personne n'ira, vraiment, je croise les doigts, vous, quand vous partez, par rapport à vos billets d'avion, etc., vous devez inclure le rattrapage. Ou alors, à moins d'être vraiment... Vous êtes sûr de vous, vous n'irez pas au rattrapage, vous prenez un billet aller-retour qui n'inclut pas les 15 jours ou 3 semaines de rattrapage. Après, à vous de voir. Maintenant, il y a plein de billets
vous savez, des billets réguliers sur lesquels, parce que vous êtes étudiant, vous avez une possibilité de changer votre date de retour, moyennant à certaines conditions, certains jours, certaines heures, pas de supplément de billets. Donc c'est pas toujours un drame, mais après ça suppose continuer à payer la chambre ou le logement, etc. Ça peut être aussi moins drôle. Mais vous n'irez pas au rattrapage, vous n'irez pas. Mais il faut que vous sachiez que ça peut, voilà. Alors, vaut mieux prévenir que guérir là aussi. Normalement, l'université d'accueil nous envoie votre bulletin. Il y a certains cas dans lesquels l'université d'accueil va vous donner en main propre votre bulletin en vous disant « vous l'enverrez à votre fac ». Demandez-le. On vous dira « non, 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 on l'envoie nous ». Très bien, mais ne partez pas sans. C'est quand même... Hein. Et puis, bien évidemment, nous, on va avoir un jury. Alors, bon, M. Bréville a mis avant le jury de fin d'année. Comme vous le savez, notre jury, nous, c'est toujours en juin, mi-juin. Évidemment, il y en a pas mal d'entre vous pour qui ce ne sera pas terminé. Donc, vous ne serez pas délibérés, en fait. Là, par exemple, le Japon, l'Argentine, tout l'hémisphère sud ne sera pas délibéré. Donc, nous, on n'aura pas le résultat. Donc, mi-juin, là, le 11 juin, on délibérera sur vous en première année, sur les deuxième et troisième années, qui cette année, exceptionnellement, on a une promo qui est partie en L3. Tous ceux pour qui on n'a pas eu les résultats, on délibérera à la fin du mois d'août. Okay ? Mais vous, de toute façon, vous savez si vous avez votre semestre ou pas, l'université vous l'aura dit. Okay ? Et vous saurez bien aussi, évidemment, si vous avez eu votre semestre 3 ou pas. Mais officiellement, en fonction de la date comment dirais-je, de votre semestre académique, peut-être vous ne serez pas délibéré avant de revenir et de commencer votre L3. C'est possible. Mais ça n'empêche pas. Nous, on le saura. Donc, vous serez inscrit en L3. Dans le doute, de toute façon, on vous inscrira en L3. Si, d'ailleurs, c'est intéressant que vous le sachiez, si vous êtes parti avec votre S3, on se dit de toute façon, s'il n'a pas son S4, on l'inscrit en L3. De droit, comme vous le savez, il ne vous faut qu'un semestre pour passer l'année supérieure, dans un premier temps. Si en revanche, vous n'avez pas eu votre S3, on attendra les résultats de votre S4 pour savoir si on peut vous monter en L3, en tout cas au niveau des inscriptions pédagogiques ici. D'accord ? Alors le rattrapage, en fait, j'en ai... Oui, bon, bah voilà. Vous regarderez le calendrier, évidemment. Et puis, ben, évidemment, oui. Et à partir de ce moment-là, si vous en arriviez là, tout mail que vous envoyez aux relations internationales de votre université d'accueil, vous nous mettez en copie. Au moins Madame Pasquier, d'accord ? Qu'on puisse bien suivre et qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de lézard, parce que, voilà, il pourrait y avoir, ça pourrait nécessiter une intervention, si vous voulez, soit de Madame Pasquier, de Monsieur Bréville ou de moi-même. Ok ? Donc, copie quand on en arrive là. Mais vous n'en arriverez pas là. Inscription obligatoire, oui, parce qu'en règle générale, l'inscription n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous avez loupé que vous êtes inscrit automatiquement comme ici. Donc, faites-vous connaître, ok, auprès de l'université d'accueil. Et puis, bah oui, évidemment, donnez-nous les dates, ok, pour qu'on puisse suivre. Alors oui, si on vous dit, oh ben non, il n'y a pas de rattrapage, bah, écoutez, donc vous revenez vers nous. De toute façon, d'une façon générale, une question, un doute, tout de suite, les RI de l'université où vous êtes, et quand la réponse vous semble, je ne sais pas satisfaisante ou bizarre, vous n'hésitez pas, vous revenez. Soit on confirme ce que l'université d'accueil a dit, soit on ne confirme pas. Vous vous doutez bien qu'entre une réponse que va nous donner la Lettonie ou le Mexique ou l'Angleterre, chaque université après va avoir son mode de fonctionnement, son règlement aussi. Il y a des flexibilités, d'autres au contraire dans lesquelles on est très... Donc après, c'est toujours au cas par cas. Mais voilà, manifestez-vous tout le temps. Alors, allez pas systématiquement tous les jours pour dire que vous avez mal à la tête ou que vous ne trouvez pas la salle B42. Après, il faut aussi faire un petit effort. Mais voilà, quand vous avez un doute, surtout pour les examens, vous n'hésitez pas. Vous aurez partout, comme ici, quelqu'un qui est normalement incoming student, c'est-à-dire la personne qui est en charge de tous les étudiants étrangers qui viennent et qui sera votre interlocuteur pendant tout le temps de votre séjour. Alors vous êtes l'ambassadeur, donc évidemment, ça suppose que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Mais vous ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'on est repérable quand on est à l'étranger, vous savez bien. On ne s'habille pas pareil, on n'a pas la même attitude. Donc voilà, donc on n'a pas nécessairement envie, nous, d'entendre que
Puis les réseaux sociaux, si vous saviez, on voit tellement de trucs bien. Ouais. Moi, je vois des trucs bien passer, sans être amie avec les gens d'ailleurs. Intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu un étudiant il n'y a pas très longtemps, il était plus souvent dans des endroits avec des boules à facettes qu'en cours. Hein. Et il n'a pas eu son semestre, hein, je vous le dis tout de suite, mais il ne les avait pas non plus eu à l'ICES. Mais bon, voilà. Donc, voilà, faites attention, il y a un minimum, ça s'appelle le respect. Donc, que vous soyez ici, que vous soyez là-bas, hein, c'est exactement pareil. Même dans des endroits où vous aurez l'impression que les gens sont plus, entre guillemets, détendus. Toute difficulté, bien évidemment, oui. Hein, on reste à votre écoute. Donc, je ne sais pas, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Vous êtes vraiment pas bien. Vous avez des difficultés d'intégration. Vous avez des problèmes de santé. Vous êtes perdu. Voilà, vous êtes perdu. Vous appelez, on viendra. D'accord ? En tout cas, on vous répondra. Donc, n'hésitez pas. On est là. Et ça marche pour les parents. On a eu encore le cas là hier ou avant-hier ou la semaine dernière, des parents qui n'ont pas la même qualité d'écoute ou d'échange avec leurs enfants que quand ils sont ici. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Donc voilà, les parents, n'hésitez pas. Mais tout ça, ça reste dans la limite du raisonnable. D'accord ? Un de nos anciens étudiants qui est prof ici maintenant, je dirais son nom, qui m'envoie un message pour dire qu'il a un problème de matelas. Son matelas est dur. Et il a des problèmes de dos. Mais écoute, je lui dis, cher X, je te conseille donc d'aller voir la personne qui s'occupe du logement sur le campus. D'accord ? Je ne sais pas, tu connais l'histoire de la princesse au petit pois ? D'accord. Ne reste pas avec un mal de dos, mais là, je ne travaille pas chez Dunlopillo, je ne peux rien faire pour toi. D'accord ? On a eu le même problème avec Malte. Je suis trop malheureuse. Bon, elle n'avait jamais quitté la Vendée, la fille, donc je peux comprendre aussi que ça puisse être perturbant. Et c'est vrai que vous verrez, vous aurez une semaine avant que les cours ne commencent, où on est un peu perdu. Puis dès que les cours commencent, on se retrouve dans un environnement un peu différent. Elle pleurait, j'avais fini par lui dire, écoute, t'arrêtes, t'es pas dans un pays en guerre, d'accord ? T'as à manger, t'es pas entouré d'ennemis, et t'es parti quand Malte. Quand même parti, faut pas exagérer. Donc on se détend, tout va bien se passer. T'as un petit moment d'adaptation, mais ça va très bien se passer. Tu vas voir. Elle est restée. Depuis. Donc voilà. Donc prenez sur vous, voyez. Mais voilà. Mais les matelas, je peux rien faire. Matelas, oreiller, je peux rien faire. Alors souvent, en cas de grosse difficulté, l'étudiant ou l'étudiante ne nous prévient pas. On vous envoie en général, en grosse majorité, très peu seul à l'international. Donc, on va respecter aussi la bienveillance envers ses camarades de classe de l'ICES. Si jamais vous voyez qu'un camarade, une camarade ne va pas bien, ne va pas en cours, il faut nous le dire au niveau du service des relations internationales. Quelquefois, les parents ne sont pas au courant. Et dans les grosses universités, on ne peut pas suivre, comme on le fait à l'ICES, chaque étudiant. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter. On vous envoie des mails au niveau des relations internationales, on ne vous inonde pas, on vous enverra 3 mails pendant le semestre. Et dedans, on vous demandera si un de vos camarades ne se sent pas bien, ne va pas bien et qu'il faut nous le dire, n'hésitez pas à nous alerter. Nous, on contactera les parents, on contactera aussi le service des relations internationales de l'université où il se trouve, où elle se trouve, pour prendre des nouvelles. Voilà, on ne voudrait pas que le cas s'aggrave et devoir aller rechercher l'étudiant si la situation est trop dramatique. Donc il y a des étudiants qui, à l'étranger, font trop la fête. D'autres ne sortent pas. Mais c'est le cas de le dire, ils ne sortent pas, ils ne se sentent pas bien, c'est la première fois. Pour ceux qui ne sont jamais partis, ça va être la première expérience loin, sans les parents, sans un regard de l'institution, on ne pourra pas vous suivre comme on le fait ici, comme je le disais, dans les couloirs, dans les salles de classe, etc. Donc certains le vivent très mal ou très bien, c'est-à-dire qu'ils prennent une grande liberté ou alors ils n'arrivent pas à prendre cette liberté et se renferment. Donc ça arrive rarement, le côté négatif, malheureusement trop souvent le côté festif. Si on veut être philosophique, on dira qu'il faut que jeunesse se fasse.
Oui, moi, ma mère disait, tu as le droit de sortir, mais tu te lèves à 6 heures du matin. Donc ça faisait réfléchir. Donc on va continuer maintenant sur les informations pratiques, après les informations académiques. On va parler donc de tout ce que vous aurez à faire avant de partir, pour les premiers, le mois de janvier 2020, qui va arriver très vite. Donc, comme vous l'a dit Madame Nicolas, ne prenez pas de billet d'avion sans avoir la notification d'admission de l'université d'accueil. C'est-à-dire que vous allez émettre des vœux. Le 7 juin, nous allons vous donner votre destination, puis nous allons vous nominer dans l'université d'accueil qui acceptera ou pas votre nomination. Dans 99% des cas, nous n'avons pas de souci. Mais il se peut que, vu vos résultats académiques, vos résultats TOEFL ou des autres circonstances, l'université ne vous accepte pas. Donc on va attendre la lettre d'admission de l'université d'accueil avant de prendre le billet d'avion. Et puis on demandera aussi, dans cette lettre, vous aurez votre date estimée d'arrivée pour participer à la semaine d'intégration. J'insiste encore une fois sur cette semaine d'intégration. On le vit, nous, avec les étudiants internationaux qui arrivent quelquefois en retard et après la semaine d'intégration, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'intégrer dans l'école, dans les cours, avec les étudiants internationaux également, où les liens peuvent se créer dès la première semaine. Donc, c'est de toute façon, pour certaines universités, c'est obligatoire d'assister à cette semaine d'intégration. J'ajoute, Mathieu, qu'il ne faudra pas vous étonner. Il y a certaines universités aussi, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas les harceler toutes en disant bah alors, on vous a envoyé les dossiers, on attend, nous, pour prendre les billets d'avion, parce que c'est ça, vous savez très bien comme moi, surtout pour les billets transatlantiques, que plus on attend, plus les billets sont chers. Mais on ne peut rien faire. Chaque université a son calendrier de nomination et on est obligé d'attendre que la lettre officielle arrive. Donc malheureusement, il faudra que vous attendiez. OK ? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la semaine avant le début officiel du semestre. Certaines universités, c'est encore une fois très rare, ne font pas de semaine d'intégration. N'arrivez pas pile le jour du début des cours. Prenez un peu de temps. Alors j'ai mis une semaine pour être large. Si vous êtes en Europe, quelques jours, 2-3 jours suffiront. Lorsque vous allez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, vous avez le décalage horaire. Quelquefois, il faut 3-4 jours pour récupérer. Donc ça, on en a parlé, la participation obligatoire. Et on vous le disait tout à l'heure, prenez votre billet de retour après la session de rattrapage. Pour le passeport et le visa, donc pour ceux qui sont dans la zone Europe, Erasmus, il vous faut une carte d'identité, un passeport pour certains pays comme la Turquie ou la Macédoine qui font partie du programme Erasmus mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Il vous faudra donc un passeport en cours de validité. Je le dis un peu plus tard, mais il vous faudra un passeport en cours de validité et toujours en cours de validité jusqu'à 6 mois après le retour. Et dans certains pays, vous devrez faire une demande de carte de séjour une fois sur place. En Turquie, en Macédoine, par exemple en Europe, une carte de séjour est obligatoire. Donc au sein de l'Union européenne, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas de nationalité d'un pays de l'Union européenne? Donc je peux passer. Donc pour les pays en dehors de l'Union européenne, donc passeport en cours de validité obligatoire, donc il faut que le passeport soit valide 6 mois après votre retour. Donc vérifiez dès à présent votre passeport parce qu'il peut y avoir un certain délai pour le recevoir. On a eu le cas d'un étudiant en master qui est parti à l'international, qui est parti aux États-Unis, qui a traîné à faire son passeport. Il devait partir avant le 15 janvier. On l'a vraiment talonné pour qu'il fasse les procédures. Il a traîné. Il est arrivé mi-décembre, tout heureux en nous présentant son passeport. Quand on lui a annoncé qu'il fallait un visa pour aller aux États-Unis, bien sûr, il est parti au mois de février. Donc il est parti avec 1 mois de retard dans une destination, ce que je vous ne souhaite pas. Ceci dit en passant, pour la petite anecdote, son papa était préfet. Véridique. Donc dans la plupart des cas, il vous faudra un visa qu'il faudra donc
une fois que vous aurez le passeport, effectuer les démarches. Donc la France a des accords avec certains pays, notamment avec le Québec, on en reparlera dans quelques minutes. Si vous n'êtes pas de nationalité française ou européenne, on va passer, puisque, si j'ai compris, tout le monde est de nationalité soit française, soit européenne. Enfin, l'Europe n'étant pas une nationalité, mais d'un pays de l'Union européenne. Quelques conseils. Donc, bien consulter le site diplomatie.gouv.fr, où vous aurez les modalités d'entrée et de sortie pour les Français dans chaque pays et les coordonnées des ambassades et des consulats étrangers en France. Et puis, pour certains pays, consultez le site de l'Institut Pasteur pour connaître les vaccinations, pasteur.fr/fr. Certaines destinations, je pense par exemple à l'Inde, où il y a des vaccins spécifiques à faire avant de partir, et pour l'obtention du visa. J'ai déjà eu la question à savoir si pour la Roumanie, il fallait des vaccins spéciaux. Donc, pour la Roumanie, c'est un pays de l'Union européenne civilisé, il n'y a pas de vaccin. J'ai des perles, j'en ai des tonnes, hein, à vous faire partager, c'est génial. Quelquefois, notre métier, on rit beaucoup. Comme le disait aussi Madame Nicolas, lire les documents envoyés par votre institution d'accueil. Et alors, soyez prévoyants, faites des copies de vos papiers d'identité. Laissez-en chez vos parents, prenez-en une copie avec vous, pas au même endroit que votre passeport officiel, et laissez-en un dans vos mails. Faites un scan et laissez-le dans vos mails, dans votre boîte mail, si jamais vous perdez vos papiers. Inscription obligatoire via Ariane pour les étudiants de nationalité française. Donc on va vous demander d'aller sur ce site qui va permettre au consulat ou à l'ambassade du pays dans lequel vous résidez de vous retrouver facilement s'il y a un souci. Pareil, on va vous demander de vous enregistrer auprès du consulat de France du pays d'accueil ou du consulat de votre pays d'origine si vous n'êtes pas de nationalité française. Pourquoi ? Parce que le consulat ou l'ambassade peut vous aider en cas de perte ou de vol de vos papiers d'identité. Si vous êtes arrêté, ça permet de vous identifier et vous verrez qu'à l'étranger, être citoyen français, ça a beaucoup d'avantages parce qu'on ne va pas faire cocorico, mais la France étant bien perçue au niveau des pays étrangers, ça permet de faciliter des choses, d'avoir un ambassadeur ou un consul qui intervient lorsque vous êtes arrêté. Et lorsqu'il vous arrive une maladie, un accident, etc., ça permet aussi une prise en charge par les autorités françaises. Je rappelle que l'alcool, dans certains États des États-Unis, c'est 20 ans. Donc quand on est pris en train de boire et qu'on n'a pas 20 ans, 21, on finit au poste. Et certains pays vont pas chercher à comprendre, hein, ces retours obligatoires au pays. Hein, et quelquefois, passage par la case prison. Vaut mieux être arrêté aux États-Unis qu'en Turquie, par exemple. Ou au Japon. Ou au Japon. Alors, on n'a pas d'accord avec Singapour pour le moment, mais fumer un joint à Singapour, vous êtes condamné à mort. Mais pas au Colorado. Ah, au Colorado, si on boit, on finit en prison. Mais par contre, si on fait des trucs avec des cigarettes qui font rigoler, non, ça pose pas de... Bon, voilà, c'est... Alors, Rome fait comme les Romains. Alors, on va parler des modalités financières à présent. Est-ce qu'il faut ouvrir un compte en banque à l'étranger ? Alors, 2 réponses. Donc, vous décidez de ne pas ouvrir de compte en banque à l'étranger. Donc, on va vous demander de vérifier, chacun auprès de votre banque, pour voir quelles sont les commissions qui seront retenues à chaque fois que vous retirez de l'argent à l'étranger ou à chaque fois que vous payez avec votre carte de crédit lorsque vous êtes à l'étranger. Parce que l'addition peut être chère au bout du compte. Bien sûr, vérifiez la date d'expiration de votre carte de crédit. Si jamais elle expire quand vous êtes à l'étranger, ça va être beaucoup plus compliqué de recevoir la nouvelle carte de crédit. Quelquefois, pour certaines banques, les grandes banques, il existe des filiales à l'étranger, donc ce qui vous permet de conserver votre banque et ne pas avoir de commission à payer. Je précise aussi que certaines banques, si on dit qu'on est étudiant, là c'est le cas dans la famille,
tous les frais justement qui concernent les retraits à l'étranger, les paiements, etc. avec la carte bleue sont suspendus parce que c'est pour un motif d'étude. Donc à vérifier auprès de votre banque. Donc vous décidez d'ouvrir un compte à l'étranger. Donc il faut vérifier donc avec la banque dans le pays dans lequel vous allez vous trouver les modalités de fermeture du compte. Donc avant de l'ouvrir, sachant que vous allez le fermer 4 ou 5 mois plus tard, voyez ce qu'il en coûte de fermer le compte dans 4 ou 5 mois. Donc comme le disait Madame Nicolas, prendre rendez-vous avec votre banquier, n'importe comment, votre banquier en France, avant votre départ. C'est le conseil que l'on vous donne. Frais de scolarité. Donc le principe des accords d'échange, c'est que on paye ces frais de scolarité à l'ICES, comme pour votre première année. Vous ne payez pas vos frais de scolarité à l'institution d'accueil. Il y a 2 exceptions à cela, c'est l'Océanie. Les universités que l'on a en Australie et en Nouvelle-Zélande demandent des frais de scolarité, qui ne sont pas négligeables puisque ça tourne autour de 5 000, 6 000 euros pour le semestre. Les frais qui seront à prendre en charge par l'étudiant, la liste est non exhaustive, mais elle est assez logique. Ce sont les frais administratifs exigés par l'institution d'accueil. Hors frais de scolarité, vous pouvez avoir des frais de bibliothèque, des frais de Wi-Fi, des frais, alors pour ceux qui sont en biologie, il y avait des frais de laboratoire dans certaines universités. Il peut y avoir des frais de livres, des manuels, des études de cas, des bulletins de notes. Certaines universités font payer les bulletins de notes. Frais d'association étudiante, bien sûr le billet d'avion et le voyage entre la France et le pays d'accueil, les frais de visa sont à votre charge, les frais de vie, le logement, la nourriture, les frais de voyage pour le passage de rattrapage à institution d'accueil. Je l'ai précisé puisque nous avons eu un étudiant qui a dû repartir au Canada pour passer ses rattrapages, puisque son billet d'avion, il avait pris avant les rattrapages, il a dû à ses frais repartir au Canada pendant 2 semaines pour passer les rattrapages. Et les frais d'assurance, on va en parler dans une minute, etc. Au niveau des bourses, donc là on a parlé de ce que vous aurez à dépenser, là on va parler de ce que vous recevrez ou vous pouvez recevoir. Pour les échanges en Europe, donc il y a le système de la bourse Erasmus+, on en parle dans un instant, et les échanges hors Europe, la bourse Envoléo, qui est la bourse des Pays de la Loire. Vous pouvez également toucher cette bourse lorsque vous êtes en Europe. La bourse Erasmus+, les conditions pour être éligible. Donc il faut effectuer un échange en Europe, dans un pays de l'Union européenne, plus Macédoine et Turquie, et dans un pays, dans une université qui a signé la charte Erasmus. En grande majorité, les universités avec lesquelles nous avons un partenariat en Europe ont signé la charte Erasmus, mais il y a quelques exceptions. La durée de l'échange ne peut être inférieure à 3 mois et supérieure à 12 mois. C'est une des règles d'Erasmus. Si vous revenez au bout de 2 mois et 3 semaines, Erasmus vous demandera de rembourser la totalité de votre bourse. Donc calculez bien votre séjour académique à l'étranger. N'essayez de pas revenir trop tôt. Les montants 2018-2019, donc on ne les connaît pas encore cette année puisque nous ne connaissons pas l'enveloppe que nous recevrons de la part de l'Union européenne. Nous connaîtrons cette enveloppe au mois de juin ou juillet. L'Union européenne a divisé les pays en 3 groupes. Donc vous voyez les différents pays et les bourses reçues par chaque étudiant par mois dans le pays où il se trouve. Donc 300 € par mois dans les pays du premier groupe, 250 € par mois dans les pays du deuxième groupe, et il me semble que c'est 200 €, je ne vois pas le... C'est ça, c'est 200 € pour les pays du troisième groupe. Donc ce n'est pas nous qui décidons le montant par rapport au pays, c'est l'Union européenne qui nous dit le Danemark fait partie du premier groupe, la Belgique du deuxième groupe et la Bulgarie du troisième groupe. Pour votre information, la France, pour les étudiants non français, fait partie du deuxième groupe. Donc en Envoléo, donc les conditions pour être éligible, il faut avoir fait ses études en Pays de la Loire l'année N-1, donc comme vous, avant le départ. Il faut être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne, être âgé de moins de 28 ans, donc être en formation dans un établissement des Pays de la Loire, et avoir un projet de séjour à l'étranger de au moins 13 semaines. Donc c'est votre cas.
Le forfait de base est de 1 000 € pour les étudiants qui ne perçoivent pas l'allocation Erasmus+. Si vous êtes en Europe ou hors Europe et que vous n'avez pas la bourse Erasmus, elle n'est pas automatique, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez percevoir 1 000 € de la part des Pays de la Loire. Encore une fois, cette bourse est sur critères sociaux. Ces critères sont définis par la région Pays de la Loire. Donc cette bourse n'est pas automatique non plus. Par contre, comme je dis à tout le monde et à tous les étudiants qui passent, si vous ne postulez pas, vous ne l'aurez pas. Si vous postulez à cette bourse, vous avez peut-être une chance de l'avoir. Donc, pour la bourse en Voléo, il vous faut postuler à cette bourse. On vous expliquera au cours de l'année ce qu'il faut faire. Pour la bourse Erasmus, l'inscription à la bourse est automatique. Je ne dis pas que l'octroi de la bourse est automatique, mais l'inscription à la bourse est automatique une fois que vous êtes inscrit dans une destination et dans une université d'accueil qui a signé la charte Erasmus+. Donc, on parlait de 1 000 € si vous n'avez aucune autre bourse, aucune autre aide, et pour l'ensemble du séjour, pas par mois, ce serait trop beau, 500 € pour les personnes qui perçoivent déjà une bourse ou la bourse Erasmus+. Il y a effectivement des bonifications pour les étudiants boursiers des échelons 4, 5, 6, 7. Il y a aussi pour les étudiants en situation de handicap des dispositifs de la part d'Erasmus+, qui sont mis en place, dont nous avons pu profiter l'année dernière pour des étudiantes de l'ICES. Les autres possibilités de bourse, si vous n'êtes pas de la région Pays de la Loire, ce que vous pouvez faire, c'est vous renseigner auprès de votre région, de votre département, voir s'il y a des bourses régionales ou départementales. Et puis aussi, pour les parents, s'il y a un comité d'entreprise là où vous travaillez, vous pouvez aussi vous renseigner, savoir s'il y a des choses mises en place lors d'une mobilité à l'étranger d'un de vos enfants. La sécurité sociale. Donc il faut être inscrit à la sécurité sociale étudiante française, j'imagine comme la plupart d'entre vous, voire la majorité, voire la totalité. On va parler de votre santé en Europe, de votre santé en dehors de l'Europe et de l'assurance rapatriement et l'assurance santé internationale. Donc vous devez demander, pour ceux qui vont partir en Europe, la carte européenne de santé auprès de la CPAM, ou alors si vous appartenez à une autre caisse, auprès de cette autre caisse. Et cette carte européenne sera valable pendant la durée de votre échange. Grâce à la carte européenne d'assurance maladie, vous serez couverte par votre assurance maladie. Et une fois sur place, donc, vos frais médicaux seront pris en charge dans les mêmes conditions que pour ceux qui vivent dans le pays dans lequel vous allez vous rendre. Donc, soit vous n'aurez pas à faire l'avance des frais médicaux, ça dépendra des accords entre l'assurance maladie française et l'assurance maladie dans le pays dans lequel vous serez, soit vous êtes remboursé sur place par l'organisme de sécurité sociale du pays. Les démarches que vous aurez à faire, donc nous vous conseillons de souscrire un contrat d'assurance internationale ou contrat d'assistance internationale ou d'assurance internationale auprès de l'assurance maladie. Donc, il n'y a personne qui est ressortissant d'un état tiers, donc on va passer. Alors, une chose importante à savoir, comme vous êtes inscrit à l'ICES, qui est un établissement d'enseignement supérieur français, vous êtes assuré d'emblée contre les risques d'accident sur votre lieu d'études à l'étranger. Alors, pas en boîte de nuit, sur votre lieu d'études. Vous cassez la figure dans les escaliers de votre université d'accueil parce que vous courez, parce que vous êtes en retard à un cours, vous êtes couvert. À ce moment-là, vous devez en informer l'ICES, c'est la direction des études qui en fera la démarche pour la déclaration d'accident auprès de la caisse d'assurance maladie. Dans le monde, donc hors Europe, vos frais médicaux peuvent être remboursés par votre caisse d'assurance maladie dans la limite des tarifs forfaitaires français en vigueur. Et la plupart du temps, vous devrez vous-même régler les frais imprévus sur place, bien conserver les factures et justificatifs de paiement, et vous pouvez les présenter à votre retour en France, à votre caisse. Et elle pourra vous rembourser éventuellement, encore une fois, dans la limite des tarifs forfaitaires français en vigueur.
on vous conseille de prendre un plan de santé international et la plupart du temps, notamment aux États-Unis, il sera quelquefois imposé par l'institution d'accueil. Donc on vous demande de vérifier ce que couvre ce plan de santé international pour voir s'il est nécessaire d'en avoir un également en France. On vous conseille d'aller voir soit une banque, soit une assurance pour prendre un plan de santé international, rapatriement. Sachez que dans certains pays, les frais de santé sont ruineux, notamment aux États-Unis. Les personnes qui n'ont pas d'assurance santé et qui se retrouvent avec un bras cassé peuvent avoir à payer des sommes faramineuses. On a des destinations au Québec, donc il y a un partenariat spécifique entre la France et la province du Québec. Encore une fois, je n'ai pas dit Canada, j'ai dit la province du Québec. Donc on a une destination également dans l'Ontario, ça ne concerne pas cette slide que nous sommes en train de voir. Il faudra, avant de partir, alors ça fait beaucoup d'informations, mais vous aurez l'occasion de passer au RI, on vous rappellera cela. Il y aura un formulaire à remplir, à renvoyer à la CPA émanente, qui vous la renverront. Et lorsque vous rendrez au Québec, elle sera présentée au service des relations internationales de l'université d'accueil, qui vous permettra d'avoir la carte d'assuré québécoise. Donc, il s'appelle l'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Et vous pourrez avoir accès à tous les soins et à tous les soins de santé comme un ressortissant québécois. Et encore une fois, vous avez un site qui est très important et qui est très utile à ce sujet, c'est amélie.fr. Le logement. Vous êtes responsable de votre recherche de logement. Nous sommes là pour vous aider, mais comme le disait Mme Nicolas, vous êtes acteur, actrice de votre mobilité académique. Donc certaines universités d'accueil pourront offrir une solution d'hébergement ou un accompagnement pour vous aider à trouver un logement à travers des associations étudiantes ou des propriétaires privés. Il est impératif de respecter les délais et les démarches administratives imposées par l'université d'accueil. J'ai un étudiant qui partira au semestre 5, qui vient d'un autre département que le vôtre, un département d'études, qui a déjà acheté son billet d'avion, il n'a toujours pas de logement. Donc c'est un peu problématique, il faut faire les choses dans l'ordre. Pour être sûr d'avoir un logement quand vous arriverez sur place, faites les choses dans l'ordre. Prenez votre logement, regardez la date d'arrivée et vous pourrez prendre un billet d'avion. Comme nous l'avions dit précédemment, d'arriver à la date indiquée par l'université sous peine de l'annulation du logement. Et l'attribution d'une place du logement, donc ne traînez pas, une fois que vous aurez la lettre d'admission de l'université, à chercher un logement. Vous pouvez déjà vous renseigner en amont et le réserver une fois que vous avez votre lettre d'admission. Parce que souvent, comme pour les cours, c'est premier arrivé, premier servi. Ça marche pareil en France et dans les résidences étudiantes ou privées autour de l'ICES. Pour tout renseignement, donc, une fois que vous aurez votre destination le 7 juin, vous pourrez demander au service de relations internationales de l'ICES la fiche pays de votre destination qui est riche en informations et en conseils. Et une source sûre également, c'est les étudiants qui sont déjà sur place ou qui sont partis l'année précédente. Vous allez avoir dans quelques instants, vous pourrez les prendre à la sortie. Pour chaque département, regardez bien si ça vous concerne. Pour le département LCE anglais, LCE espagnol, LCE anglais et sciences politiques, vous aurez des destinations. Les relations internationales, c'est toujours mouvant. C'est-à-dire que nous arrêtons pas de travailler lorsque vous êtes parti. Ça court toute l'année. Il y a 2 destinations qui étaient en cours de signature. Une a été signée il y a quelques heures. Donc, avec Bishop Grosseteste University à Lincoln en Angleterre,
Pourquoi je vous mets ça sur cette diapo? Parce qu'elle ne se trouve pas sur sur les papiers que nous vous distribuerons tout à l'heure. Ce qu'on va faire pour que ce soit très clair, je vais demander à Mme Pasquier de vous envoyer avant la fin de semaine, voire début de semaine prochaine, un mail pour récapituler cela. Donc, une deuxième, University of Buckingham en Angleterre. Alors, ce n'est pas l'université qui se trouve à côté du château, hein. C'est une université qui se trouve pas très loin de Londres, mais dans une ville différente quand même. Là, c'est un accord bilatéral, donc c'est-à-dire que ce ne sera pas un accord Erasmus, donc vous ne pourrez pas avoir accès aux bourses Erasmus. Donc, c'est en cours de négociation. Pour cette université, comme ce n'est pas sûr, et peut-être que si vous la choisissez en premier vœu et que finalement nous n'avons pas signé avec eux avant le départ, pour ceux qui souhaitent partir dans cette université, exceptionnellement, pour l'université de Buckingham, je répète, exceptionnellement, on va vous permettre de faire 5 vœux. Non pas 4, mais 5 vœux, si vous choisissez l'université de Buckingham. Pourquoi? Parce que si vous mettez l'université de Buckingham premier vœu et qu'une fois, entre le 22 mai et le 7 juin, nous n'avons toujours pas réussi à négocier les termes avec cette université, on prendra votre deuxième vœu. Pour pas que vous soyez désavantagé par rapport aux autres, on vous octroie un vœu supplémentaire. Est-ce que c'est clair? La destination qui est non disponible cette année, qui se trouve sur votre feuille, c'est une nouvelle destination qui était dans New Brunswick, au Canada, qui est de St. Thomas University. Donc, cette destination, ne la choisissez pas, elle n'est pas disponible pour des raisons techniques. Et tu voulais parler du cas particulier de Sainte-Catherine par rapport à l'académique? Tu es inspiré. Oui. Donc, Japon. Au Japon, il est très difficile. Nous essayons toujours aussi, en marge de l'académique aussi, que l'étudiant puisse bénéficier d'une expérience riche. C'est pour ça aussi, comme le disait Mme Nicolas, que si ce n'était pas le cas, pourquoi partir? Autant rester à l'ICES. Au niveau du Japon, même si certaines choses changent à présent avec M. Abe, qui est le Premier ministre et qui veut absolument que son pays se développe à l'international et qui insiste énormément pour que les universités japonaises aient plus de cursus en anglais, il est très difficile de trouver des universités japonaises avec un cursus complet, c'est-à-dire l'équivalent de 30 crédits ECTS en anglais. Et dans la grande majorité des étudiants ici présents, vous n'avez pas un niveau suffisant en japonais pour suivre des cours de littérature américaine en japonais. Je me trompe? Donc, on a une université qui se trouve dans une petite ville au Japon, qui s'appelle l'Université Sainte-Catherine, que nous avions hésité à maintenir, mais on s'est dit quand même que c'était une expérience intéressante. Cependant, c'est une université qui est plus axée sur la santé. C'est plus des programmes de santé qui sont offerts. Cependant, comme nous avons de bons rapports avec une personne qui se trouve sur place, ils font exceptionnellement pour les étudiants de l'ICES un parcours avec des cours en anglais, des cours de civilisation japonaise, etc. Mais encore une fois, c'est pas aussi riche. C'est pas aussi riche que quand vous partez aux États-Unis et que là vous avez les cours de civi américaine, littérature américaine, etc. Cependant, je devais vous informer de cela avant que vous choisissiez, parce qu'il est important de le savoir. D'autre part, il faut être solide mentalement et très adaptable pour partir dans la campagne japonaise où les gens sont adorables, mais la langue anglaise n'est pas courante et que le japonais reste la langue de tous les jours. Je ne vais pas leur jeter la pierre. À La Roche-sur-Yon, il y a très peu de commerçants qui parlent anglais également. Nos étudiants internationaux nous en font le retour.
Mais donc voilà, je voulais vous avertir de cela. Si vous avez des questions sur cette destination, l'Université Sainte-Catherine, vous pouvez également vous rapprocher de Madame Oka, qui est la professeure de japonais, qui s'est rendue sur place, qui pourra vous renseigner. Donc, à la demande de Madame Nicolas, voici le rappel du calendrier. Donc, le 22 mai, date limite d'envoi par mail à Aurélie Pasquier. J'ai bien mis date limite. C'est-à-dire que dès ce soir, si vos 4 vœux sont faits, vous pouvez les envoyer à Mme Pasquier. Le 23 mai, on commence le décompte des points négatifs. Non, c'est pas qu'on commence le décompte. Le 23 mai, la personne prendra ce qui restera. Donc, si c'est les Sables d'Olonne, ce sera les Sables d'Olonne, quoi. Voilà. 7 juin, annonce de la destination donc, affectée à chaque étudiant. Le 7 juin, vous connaîtrez la destination qui vous est affectée. Après le 7 juin, inutile de vous dire, on ne change plus sa destination. Donc réfléchissez bien, il n'y a plus de changement de destination. Si vous venez me voir en disant, Monsieur Breivik, j'ai eu mon premier vœu, mais finalement je veux mon 3e vœu. C'est impossible, pour la simple et bonne raison qu'il nous faut 48 heures pour faire le tableau des vœux par rapport aux critères que nous avons cités au début de cette réunion. Si jamais on change une destination, c'est l'effet domino. Donc c'est impossible, on refuse de le faire pour 200 départs obligatoires à l'international. Donc on vous laisse quand même un petit 3 semaines pour faire un gros 3 semaines pour faire vos choix, si vous allez jusqu'à la date butoir. Quelque chose m'a échappé, j'ai oublié. Ça me reviendra. Donc le 28 juin, donc on vous a parlé du tableau d'études, date limite d'envoi de votre tableau d'études à votre directrice de département. Je vous rappelle que par rapport à la destination, vous pouvez bien sûr partir sur un pays coup de cœur, mais je vous en prie, regardez bien où se trouve l'université. Quelquefois, l'étudiant nous dit « j'ai choisi ce pays parce que j'adore la mentalité », mais je me rends compte que l'université est en banlieue, donc je peux y aller. Donc vérifiez bien cela, vérifiez bien les cours également, quel est le choix de cours, avant d'envoyer vos vœux à Madame Pasquier. Donc le 29 juin, il se passe quoi? Je ne suis plus là. Je serai en vacances. Je rentre le 1er septembre. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une excellente mobilité académique. Il y a toujours la possibilité de prendre des photos. Il y a un concours international. On vous annoncera donc le thème du concours dans le courant de l'année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je passerai avec le micro parce que comme cette session est enregistrée, on n'entendra pas vos questions à l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Oui, oui. Comment? Oui, si. Il faut avoir 60 CTS pour avoir ton année de licence. Oui. Il faut 180 pour avoir sa licence totale. Donc, il vous faut vos 30 du semestre 3 et vos 30 du semestre 4. Oui. Comment? Seulement, oui. Enfin, comme en France, c'est pareil. Vous en double. Oui, non. Vous en double, c'est 30 pareil. Non, on ne va pas en plus vous demander d'en avoir 60. De même que vous en avez 30 sur votre semestre 1, 2, 3, 4, c'est toujours 30 pour vous, bien sûr. Oui. Et vous verrez dans le tableau qui est proposé des destinations, il y a des destinations qui sont plus fléchées Sciences Po, parfois, d'autres qui sont ouvertes aussi en anglais pur, et des facs dans lesquelles vous pouvez faire un tableau d'études qui soit plus mélangé, en fait. Mais c'est 30 aussi pour vous, oui. Oui. Moi, ma question, c'était du coup, par rapport au calendrier avec les matières et tout,
Enfin, on va les voir où, les matières, sur le site Alors, de l'école? quand vous allez avoir fait votre sélection de destination, vous allez sur le site de l'université et vous regardez, avec cette petite marge d'erreur, il est possible que ça n'est pas comme nous, là, la minute où l'on parle, on est en avril. Moi, je n'ai pas encore donné la maquette du mois de septembre. Si on a des étudiants là, en ce moment au Japon, qui se proposent de venir ici, ils vont avoir le tableau de l'an passé, tu vois. Donc, il y a une petite marge. Voilà, donc vous allez regarder, voilà les photos sur les sites. C'est en banlieue, comme dit Mathieu, ou bien c'est en pleine ville, enfin, etc. C'est une grande fac ou plus petite. Il y a des choses. Mais voilà, choisissez pas juste par rapport au drapeau, quoi. Choisissez vraiment aussi par rapport à ce qu'il y a comme genre de cours. Est-ce que vraiment ça vous stimule intellectuellement? Ok? Oui, Adil. Est-ce qu'en double licence, on peut aller dans des destinations qui sont que Sciences Po ou que anglais? Ouais, d'accord, merci. Il est très difficile de trouver à l'international et Des d'avoir facs. un accord en Ouais. même temps en anglais et en sciences politiques. Certaines universités n'ont pas de département en sciences politiques, par exemple, ou de département d'anglais. Donc, Est-ce qu'on aura nos résultats au TOEFL avant de faire nos choix Oui. définitifs? Mais oui, vous passez le 26, 24, pardonnez-moi. Vous, le 4 mai? Oui. Ben oui, on va les attendre. Je trouve que c'est bien parce que, en fonction de vos résultats, vous allez vous classer par rapport à ça. Si vous avez un TOEFL juste à 550, ça veut dire qu'il y a des facs qui demandent un TOEFL à 580. Et vous savez que par rapport à vos camarades, c'est pas la peine de, entre guillemets, manger un vœu, de vous mettre en lice, alors qu'il y a des gens qui vont avoir des TOEFL bien meilleurs. Attendez, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. 4. On risque d'avoir cette 4. À mon avis, on les aura vers le 15 mai. Ouais, donc il ne vous restera plus qu'une semaine. Mais cela dit, vous pouvez déjà faire une présélection par rapport au tableau qu'on va vous donner. Hein. Moi, j'avais juste une question par rapport à l'accord là, que vous avez fait dans le cadre du programme Erasmus+, avec l'Angleterre. Il n'y a pas d'incidence avec le Brexit? Non. Oui. Il y a... Ah bon, alors le Brexit, donc c'est une question que j'attendais. Merci beaucoup. Je l'ai préparée, donc c'est le flou. Même les Anglais ne savent pas vraiment où ils en sont. Alors, ça a été repoussé au mois d'octobre 2019. Les jeunes partent à partir de janvier 2020. S'il n'y a pas de négociation, si c'est un hard Brexit, le programme Erasmus s'arrête. C'est-à-dire que les jeunes qui partent en Grande-Bretagne ne pourront pas bénéficier du programme Erasmus+. Ils quittent l'Europe. Ce n'est pas l'intérêt du Royaume-Uni, ce n'est pas l'intérêt de l'Europe. Si c'est repoussé au mois d'octobre, on a de l'espoir que quelque chose sera négocié, notamment au niveau universitaire. Il y a énormément à perdre au niveau des universités anglaises, britanniques en général, sur la perte du programme Erasmus et la perte du programme Horizon 2025, qui est un programme de recherche. Déjà, les grandes universités britanniques se trouvent non plus chefs de projet des programmes de recherche européens. Donc, il y a une grosse pression qui est mise par les universités britanniques auprès de la Première ministre. Moi, je me suis renseignée auprès du British Council pour ma fille, qui doit partir toute l'année prochaine en Angleterre. Et mon interlocuteur au British Council m'a dit, au stade où on en est, quoi qu'il arrive là, pour nous, ce sera garanti. Là, c'est pour, vous savez, partir comme assistant de langue dans une école ou un lycée ou un collège en Angleterre. Donc, on est en plein Erasmus, si vous voulez. Et le British Council m'a assuré, et on a fait on a 7 étudiants de L3 qui se sont inscrits, 5 se sont inscrits pour l'Angleterre, avec... C'est le British Council, j'ai pas eu Madame May au téléphone, hein, je n'étais pas disponible, j'étais ailleurs. Mais voilà, mais on en est là. Moi, je pense que, enfin, je lis pas dans le mar de café. Il y a peu de chances quand même, ou de risque, je sais pas, qu'on aille vers un Brexit dur. Moi, je pense que si on y allait,
enfin, il y aurait certainement quand même des arrangements trouvés. On ne peut pas dire à tous les étudiants, parce qu'il n'y a pas que nous, enfin, vous imaginez, c'est énorme, à tous les étudiants étrangers qui sont en train de faire leurs études en Grande-Bretagne, bon, bah, maintenant, c'est la porte. Et puis nous, faire la même chose en France à tous les étudiants britanniques, enfin, ça me semble complètement intenable. Oui, vraiment. Vraiment. Et si au pire des cas, au pire du pire des cas, on avait des étudiants en Angleterre à qui ça arrivait, bon, ben, on les mettrait ailleurs, si vous voulez, sur une autre destination européenne. Voilà. Moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est dommage de se priver quand même du Royaume-Uni à cause de cette menace, et d'ailleurs qui n'arrête pas de reculer. Bon, voilà, c'est ma position. C'est en tout cas le conseil que j'ai donné au L3 qui vont partir au mois de septembre 2019 jusqu'en juin 2020. Oui, mais j'entends bien. Enfin, l'accord, là, il a été signé cet après-midi à Lincoln. Alors, ils ne sont pas plus idiots que vous, que moi. Ils ont entendu parler quand même qu'il allait peut-être se passer des trucs. Je pense que s'ils avaient eu... Mais il a fallu attendre un petit peu pour que la signature se fasse. Hein. Ça fait quand même quelques mois qu'on est dessus. Je pense que s'il y avait eu vraiment un risque que cet Erasmus tombe à la trappe, ils ne sont pas assez bêtes pour le 26 avril nous l'envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Moi, en tout cas, et toutes les universités, enfin tous les universitaires avec qui j'ai discuté, d'abord tout le monde croise les doigts pour que ça ne se fasse pas, et le lobby, entre guillemets, si je puis dire, est plutôt dans ce sens-là, pour que au niveau éducation, pour que ça ne se fasse pas. Parce que l'Angleterre aussi, d'ailleurs, aurait beaucoup à perdre. Les étudiants britanniques voyagent énormément à l'étranger. Hein. D'autres questions? Oui, France-Marie. Les scores du TOEFL, ils sont marqués sur... Enfin, les scores que chaque université demande, ils sont marqués sur la feuille que vous allez donner. Tout à fait. D'accord. Oui. C'est bien fait. Pas seulement le score TOEFL, le niveau requis, B1, B2. Oui, des fois, oui. Oui. Le nombre de places n'est pas indiqué. Ah non, on joue sur le suspense. Non. Ne me demandez pas pourquoi. Chaque fois, tous les ans, on en reparle. Et à chaque fois, je dis, pourquoi, au fait, Aurélie, on ne met pas... Il y a une super raison que Mathieu Bricqueville va donner tout de suite, qui est... Ah non, en fait, il n'y a pas de bonne raison. Pourquoi on ne met pas le nombre de places, Mathieu? Parce que... Alors, à l'origine, il y a une bonne raison. Il y a, parce que c'est extrêmement compliqué. Si je vous donne le nombre de places, vous allez dire, ok, ouais, vous allez commencer à faire des calculs. Alors, il y a des places partagées avec les Sciences Po, il y a des places partagées avec les bio. Qui c'est qui parle en bio? Est-ce que j'ai une chance de partir là-bas, etc. On va plus s'en sortir. Il y a des universités dans lesquelles on n'a pas de limite de place, et il y a des universités avec lesquelles on a une limite de place. Et quelquefois des accords avec plusieurs départements, quelquefois des accords uniquement avec un seul département, que ce soit langue, espagnol, anglais ou sciences politiques, biologie, etc. Ça avait été fait il y a quelques années, et je pense que ça avait été un BINS, où les étudiants venaient pleurer dans le bureau pour savoir, mais dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a postulé? Et nous, on n'en pouvait plus. Donc on est parti en vacances le 22 mai. Mon camarade n'est pas du Sud, mais il a une petite tendance à... Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a des facs avec lesquelles, en fait, il n'y a que Sciences Po, des facs où il n'y a que anglais, et des fois tout. Vous êtes prioritaire, les départements, pardonnez-moi, pour lesquels le départ est obligatoire, vous êtes prioritaire. D'accord? Donc, vous et les Sciences Po. Après, les juristes, les biologistes, pour qui ça n'est pas obligatoire, arriveront derrière vous. Donc ça vous laisse quand même... Voilà. Cela dit, je ne dis pas de bêtises, s'il y avait un juriste qui nous arrivait avec un score de 650... C'est le cas. Cette année, c'est le cas. Il passe devant vous. J'ai un étudiant qui veut aller aux États-Unis de droit avec un score de 650. Je ne peux pas ne pas l'envoyer aux États-Unis. 14 de moyenne, 650 au TOEFL, il ne comprendrait pas. Mais à TOEFL égal, c'est vous qui partez. Donc, il faut vraiment... Il vous reste quelques jours pour préparer le TOEFL.
Et je précise que quand même cette année, je ne dis pas de bêtises, tout le monde est parti sur son vœu 1 et 2. On n'a envoyé personne en 3 et 4. On n'a pas. Si. Si. J'ai pas fait les statistiques. Alors, je n'ai pas fait les statistiques par département Moi, les d'études, gens que filière j'aimais bien ont d'études. tous eu leur vœu. La stat que je peux vous dire, c'est que 50% des jeunes sont partis sur leur vœu 1. Ouais. Sciences Po, double, licence d'anglais, confondu. La licence d'espagnol, c'est comme c'est la première fois que vous partez, je n'ai pas la stat. Mais est-ce que pour tous les pays hispanophones, c'est le niveau B2 qui est demandé? Oui. Et l'Argentine B2+. Est-ce qu'au niveau des différentes destinations, vous avez une idée approximative des coûts? Oui, tout ça est marqué sur le tableau. On va vous donner le billet d'avion à peu près, le logement à peu près, la nourriture. Ça dépend si tous les jours on veut manger une côte de bœuf ou si on se nourrit de la semoule et de petits pois. Voilà. Mais on vous a mis un calcul approximatif, donc vous pouvez tout à fait. C'est un critère évidemment, oui bien sûr. Ça peut être un critère de choix pour vous. Hein. Oui. Oui, vous verrez à la sortie, hein, ce sera une feuille A3 justement, madame, donc, puisqu'on n'a pas réussi à mettre tout sur une A4, donc il y a vraiment beaucoup de détails. Et s'il y a des informations supplémentaires qu'on souhaite connaître, qu'on n'hésite pas à revenir vers le service des relations internationales, à condition de bien avoir lu le A3, bien sûr. Je me demandais, en fait, on a quand même beaucoup de destinations en double, mais certaines destinations sont réservées aux Anglais maintenant, alors qu'avant, sur le site, on avait par exemple la Chine, Macao, et du coup, je me demandais si elle a été enlevée, c'est parce qu'elle n'est pas compatible avec notre cursus. Oui, c'est ça. On a regardé à nouveau. Les cours aussi dans les universités d'accueil changent. Il y a des filières qui ferment. Et il n'y avait pas assez de cours en Sciences Po à Macao. Et en Europe, il y a certaines universités qu'on a dû fermer parce qu'ils ont fermé aussi leur filière Sciences Po, par exemple. Oui, si tu es en double, tu peux aller dans une fac. Mais il faut qu'ils aient de Oui, la... mais en anglais, on n'avait pas Macao. En anglais, on a Taïwan. Les Anglais ont Macao depuis quand? C'est à vérifier sur... Faudra vérifier. Tu regarderas sur la feuille. Je crois pas. Mais il y a une bonne raison par rapport à destination. Il se passe peut-être des trucs quand je regarde pas les feuilles. On s'est pas dit, tiens, les Anglais Sciences Po, on va les punir sur Macao. Non, d'autant plus que je rappelle quand même que les Sciences Po ne peuvent partir qu'en Europe et que vous, en double, vous pouvez partir dans le monde entier. Donc, vous avez quand même un petit volant de choix. Justement, on a voulu, entre guillemets, au contraire, vous favoriser de ce point de vue-là. Hein, Jérémy? Bon. Donc, je rappelle que cette réunion est enregistrée, donc à tout moment, vous pouvez la regarder à nouveau. On va la mettre sur le site. Si vous avez des questions, bien sûr, on est à votre disposition, autant les étudiants que les parents. Avant de partir, n'oubliez pas de prendre par rapport à votre filière le document. Alors, on a fait 2 feuilles A3, une pour les destinations hors Europe et une pour les destinations Europe. Mais vous vous servez bien évidemment que sur la table qui correspond à votre filière, d'accord? Merci beaucoup de votre écoute, de votre temps. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Macao, non, franchement, j'ai pas souvenir.